Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. Se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TV Liberté et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflit en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège des banques et des lobbies, d'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît, de l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême centre et imposer l'idéologie de l'extrême gauche, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible. Merci à vous. À notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TV Liberté. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel immédiat. Au programme de cette semaine, ça va chauffer. On commencera avec vous, Jean-Yves. Bonjour, ça me permet de vous saluer en même temps. Bonjour Floriane. Avec une météo de l'info qui sera caniculaire. Et puis, l'image de la semaine, elle sera consacrée à une alerte rouge, toujours sur les températures, mais alerte rouge façon Sandrine Rousseau, vous allez le voir. Et puis, pour le dossier, on s'intéressera aux proches de Drahi qui sont impliqués dans un scandale de corruption au Portugal. Le portrait piquant nous permettra d'aller un peu plus loin sur le personnage de Patrick Drahi, puisqu'il lui sera consacré en partenariat avec le Gym et Claude Cholet. Immédiat 453, c'est parti. La météo de l'info est caniculaire. Non pas qu'il fasse particulièrement chaud en France en ce moment, 17 degrés ce matin à Saint-Malo, et seuls 9 départements du sud-est ont été placés en vigilance canicule. Et encore, en vigilance orange. Mais qu'importe que l'été soit normal en France, les médias nous parlent d'un dôme de chaleur sur le sud de l'Europe. Qu'importe qu'il n'y ait pas d'incendie de forêt en France, du moins pour le moment, les médias évoquent ceux de Grèce et du Canada avec moult détails. Certes, comme le Covid hier, le réchauffement climatique existe. Mais au-delà de ces effets naturels, la peur climatique est utilisée pour ahurir les populations. Après les folles politiques anti-Covid, la guerre en Ukraine, le retour des pénuries, l'alarmisme climatique n'est rien d'autre qu'un instrument de la stratégie du choc mise en place pour mieux contrôler les populations et leur imposer impôts supplémentaires, réglementations nouvelles et mesures liberticides
grâce à un dôme de trouille. Le chiffre de la semaine, eh bien, c'est le chiffre de 60 degrés. Il fait 60 degrés en Espagne, 60 degrés, nous a dit Sandrine Rousseau. Alors, après la météo de l'info, Jean-Yves, il s'agit ici d'un cas d'école dont on va parler. Ouest France a produit un vrai ou faux. Il fait 60 degrés en Espagne. Prudence avec ce chiffre avancé par Sandrine Rousseau. En effet, il s'agit de la température au sol, Jean-Yves, et non pas celle qui est communément donnée, ce qui est celle de l'air, en fin de compte. Oui, mais ça permet de rebondir, et Ouest France rebondit en disant « on voit que tous s'emballent » et pose la question « les canicules pourraient-elles bientôt atteindre les 60 degrés ?» C'est-à-dire qu'on voit le faux permet de déplacer la présentation de la réalité. Exactement, c'est assez fréquent. Alors, je vous propose d'écouter cette réaction d'un médecin de plateau, devrais-je dire. Il s'agit de Patrick Pelloux, qui était interviewé à propos de la canicule. On l'écoute tout de suite. Ah bah bien sûr, vous n'êtes pas fait du tout pour vivre à 48 degrés. Et surtout, vous n'êtes pas fait pour vivre avec une température de la journée qui est très élevée, une température de la nuit qui ne baisse pas. Et c'est là où, en fait, ça tue. Quand ça arrive brutalement, c'est là où c'est un véritable massacre pour les personnes, comme vous le disiez, les plus fragiles, dont ceux qui sont souvent les plus malades et aussi ceux qui sont les plus pauvres et qui ne peuvent pas se protéger de la chaleur. Bon. L'année dernière, vous avez eu 60 000 morts en Europe sur la canicule. Je pense que là, on va atteindre encore un record. Alors, il est formidable ce médecin de plateau, ce narcisse médiatique. D'abord, il est tout sujet. La crise de l'hôpital, Patrick Pelloux. Le Covid, Patrick Pelloux. La canicule, Patrick Pelloux. Il est très fort. Il est très fort. Alors, il utilise les mots qui vont bien. Les morts, le massacre, les personnes pauvres. Vraiment, il embarque tout le monde dans son pathos. Alors, juste un chiffre. En ce qui concerne les morts des canicules, il peut y en avoir, bien sûr. La grande canicule remonte quand même à 2003. Ça a été la première et la plus importante, même s'il y en a eu une importante l'année dernière. On avait chiffré à l'époque à 15 000 morts, le nombre de morts supplémentaires au cours de l'année 2003. Simplement, il y a eu 15 000 morts en moins l'année 2004, donc ce qui limite quand même l'ampleur du phénomène, c'est 1 an d'espérance de vie pour 15 000 personnes qui étaient évidemment déjà fragilisées. Bien sûr qu'il faut s'en préoccuper, mais il faut aussi mesurer la réalité des choses. D'ailleurs, ces morts de 2003 s'expliquaient parce qu'au départ, les consignes qui avaient été données n'étaient pas du tout sur la chaleur, mais sur la pollution. Parce qu'à l'époque, le climat médiatique, c'était on parle de la pollution, on ne parle pas de la chaleur. Maintenant, on ne parle pas de la pollution, on parle de la chaleur. Voilà. Les médias changent, les réalités demeurent. Pensez tout de même à vous hydrater naturellement, surtout pour les personnes les plus fragiles. Toutefois, cela permet à France Info, cette canicule, de nous faire une tripotée d'articles. On a par exemple canicule, quels sont les précédents records de chaleur estivaux près de chez vous? Et ce calcul qu'ils ont fait depuis 2000, les canicules ont été 5 fois plus fréquentes en France qu'avant 1989 et elles seront 2 fois plus nombreuses d'ici à 30 ans. Là, une question se pose, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse simplement à 1989, à partir de 1989? Alors, c'est tout le problème de l'échelle du temps en matière de climat. Le climat, il bouge sur des périodes très longues, sur des périodes mi-longues, sur des périodes plus courtes. Et il est évident que là, on a la focale sur quelques années. C'est incontestable. Moi, je fais de la montagne depuis près d'un demi-siècle. Je peux constater les effets du réchauffement climatique sur les Alpes. Le recul des glaciers, le recul du permafrost, oui, bien sûr. Mais c'est sur une échelle de temps courte. Alors, il y a un ministre de la Macronie qui a eu une parole malheureuse, selon les médias du moins, des températures assez normales
pour un État, nous a-t-il dit, pour un été, pardonnez-moi, eh bien, il s'est fait reprendre par des climatologues. Alors, toujours est-il que si l'on regarde la carte de France de la vigilance météo canicule de Météo France, donc la grande référence médiatique, eh bien, ce que l'on constate, c'est que cet épisode caniculaire ne concerne qu'un 1/6 de la France, ce qui est quand même relativement peu. Et il semble qu'il ne soit pas très long, puisqu'on annonce maintenant, on prévoit, plus exactement ce qu'on peut prévoir, on prévoit qu'il va s'arrêter dès le début de la semaine prochaine. Donc il est assez court et limité, en tout cas sur le territoire français. C'est quand même pas très nouveau qu'il fasse chaud dans le Var et en Corse l'été. Voilà. Absolument, d'autant plus que c'était des alertes jaunes et oranges et non pas des alertes rouges de vigilance absolue. Toujours est-il que notre ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a assuré que dans son ministère, ils étaient extrêmement vigilants. Ils ont même dit qu'ils suivaient avec beaucoup d'attention cette évolution du dôme de chaleur qui touche le sud de l'Europe actuellement. Il nous dit même, pour conclure, qu'en plus de cette vigilance, il va falloir s'adapter plus vite et plus fort, ce qui annonce, bien sûr, Jean-Yves, alors, ce qui annonce le pass carbone, le pass climatique, toute une série de mesures de réglementation supplémentaires, d'impôts supplémentaires, de restrictions des libertés. Le dôme de Trouille est là est aussi un dôme liberticide. Absolument. Alors, toujours est-il que certains en font leur beurre. Je vous propose un article de France Info qui nous annonce que les hôpitaux de Marseille se lancent dans un combat acharné pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. En effet, ils ont décidé de réduire par 2 la quantité de viande rouge qui sera sur les plateaux repas. Alors, je vous rappelle quand même que en France, on sait, il y avait eu une enquête à l'époque, qu'il y a un budget d'environ 4,20 € par jour pour les maisons de retraite, ce qui est donc sensiblement la même chose dans les hôpitaux, qu'on peut se poser la question du green bashing ou des économies nécessaires dans les assiettes des patients. Et quand même, on peut se poser aussi la question si un certain nombre de patients n'ont pas besoin de viande rouge, pardon de cette horreur que je profère, pour reconstituer leur force et leur sang. Bien sûr. Hydratation, protéines, c'est très important pour se reconstituer. Place maintenant, restez avec nous, à notre dossier du jour sur Patrick Drahi. Des proches de Patrick Drahi se trouvent dans la tourmente actuellement. En effet, ils sont pris dans un scandale de corruption au Portugal. L'oligarque Patrick Drahi, qui est un propriétaire de médias, qui a également une filiale qui possède donc SFR, c'est l'un de ses lieutenants, Armando Pereira, qui est concerné par cette affaire de corruption au Portugal. C'est une histoire qui est sortie le 17 juillet dans les médias. Le 17 juillet, dans les médias, il n'y avait que Le Figaro et Les Échos qui en ont parlé. On a également Free News qui a fait un point sur cette question. Et pour être tout à fait honnête, je suis allée faire une autre revue de presse qui date d'aujourd'hui même, donc du 20 juillet. Il y a un peu plus d'articles. On a un deuxième article du Figaro sur l'incroyable destin d'Armando Pereira, qui est le frère d'armes de Patrick Drahi et dans le viseur de la justice portugaise. Et on a toujours donc un autre article de Univers Freebox, cette fois-ci, l'éternel adversaire Free et SFR. L'éternel adversaire, c'est Drahi et Niel c'est le combat des colosses. Alors toujours est-il que si on s'arrête sur ce portrait du Figaro, ce sont 2 articles qui sont réservés aux abonnés par ailleurs, donc qui ne sont pas disponibles à grande échelle. Eh bien, on apprend que en fin de semaine dernière, il y a eu un vaste coup de filet qui a été mené par les autorités portugaises et qu'il y a eu plus de 90 perquisitions dans tout le pays. On rappelle qu'il est cofondateur d'Altis avec Patrick Drahi depuis 2022. Donc c'est quand même un très très proche de Drahi et on n'en parle pas. Ça, c'est intéressant, Jean-Yves, c'est qu'on en parle très peu. Il y a l'omerta, parce qu'il y a les mauvais oligarques. Les mauvais oligarques, c'est Bolloré qu'un mauvais oligarque, parce qu'il a des médias qui sont pluralistes. Et il y a des bons oligarques.
Et Drahi est un bon oligarque parce que ces médias, BFM TV, RMC, l'Express, Libération, sont des médias, des bons médias, un peu d'extrême gauche pour Libération, mais surtout beaucoup macronistes. Drahi est un oligarque macroniste. D'ailleurs, sa puissance en France est liée à Macron, puisque c'est quand Macron était ministre de l'économie de Hollande que Macron lui a fait obtenir SFR, donc le grand opérateur téléphonique, et en échange de quoi Drahi a mis ses médias, notamment BFM TV, mais aussi l'Express, RMC, Libération, au service de la promotion de Macron lors de l'élection présidentielle de 2017. L'élection présidentielle de 2017, c'est un coup d'État judiciaire avec l'élimination de Fillon, et c'est un coup d'État médiatique avec la promotion tout à fait artificielle de Macron. Et dans ce coup d'État médiatique, eh bien, Drahi a joué un rôle extrêmement important. Alors, on peut comprendre, enfin, je ne connais pas bien la situation au Portugal, mais on peut comprendre qu'au Portugal, certains s'inquiètent des méthodes de corruption et de corruption politique de ce type d'oligarque. Alors d'autant plus que Patrick Drahi n'est pas tout à fait étranger à ces affaires de corruption puisqu'on rappelle qu'il était menacé par un redressement fiscal majeur en Suisse. C'était quand même 7,4 milliards de francs suisses qui lui étaient réclamés pour des arriérés d'impôts. Également l'affaire des Panama Papers où il était accusé d'évasion fiscale via le Panama. Il faisait partie de cette longue liste de milliardaires qui étaient ciblés. Et puis, il y avait quand même eu une enquête du média, on le rappelle, on en a déjà parlé dans les médias, sur BFM TV, si ce média avait été financé par la fraude fiscale. C'était une enquête très intéressante qui avait été reprise dans les médias, donc il a quand même un passif derrière lui, ce Patrick Drahi, mais personne n'en parle, silence. Il est sulfureux, Patrick Drahi, il est sulfureux. Alors, il est quand même toujours à la manœuvre en France. Libération, son quotidien, est le quotidien en tête des subventions publiques. Donc c'est sympa, vous payez des impôts pour un grand oligarque milliardaire et en coquetterie avec le fisc, pour ne pas dire davantage. Et puis, il est quand même à la manœuvre politique. Là, vous savez qu'il vient de recruter Laurent Ruquier, oui, absolument, pour essayer de concurrencer le créneau de Pascal Praud. La même heure que Pascal Praud sur CNews, on va mettre Ruquier sur BFM TV. On verra si ça marche. Ruquier, il est quand même un peu poussif maintenant, déshérence, un peu essoufflé, un peu voilà. Bon, donc pas sûr que ça marche. Enfin, l'idée de manœuvre est quand même là. C'est une idée de manœuvre médiatico-politique. Place aux pastilles de l'information désormais et on commence avec un peu de désintox puisque nous allons vous parler des états généraux de l'information qui, on nous le dit, après 1 an d'attente, vont être enfin lancés en septembre. On avait déjà eu la commission Bronner pour lutter contre la désinformation et le complotisme. Maintenant, ça va être les états généraux de l'information. Qui va présider, piloter ces états généraux, Jean-Yves? On a l'Élysée qui nous a fait un communiqué qui nous dit qu'en toute transparence et dans le cadre d'un processus ouvert et contradictoire, les états généraux devront associer tous les parties prenantes ainsi que les citoyens. À cette fin, le président de la République a souhaité qu'il soit organisé et conduit par un comité de pilotage indépendant. On va commencer avec celui qui présidera le comité. Jean-Yves, il s'agit de Bruno Lasserre. Vous avez des informations à nous donner? Alors, il est tout à fait indépendant, Bruno Lasserre. Emmanuel Macron avait envisagé de le recruter en 2017 comme ministre de la Justice pour succéder à Bayrou. Et à défaut, il l'a nommé, c'est une nomination bien sûr, vice-président du Conseil d'État en 2018. Donc voilà,
il est indépendant, c'est un affilié de la Macronie. Voilà pour le président. Voilà pour Bruno Lasserre. Alors, il y aura également dans ce comité une certaine Anne Perrault qui est, nous dit-on, inspectrice générale des finances. Alors, Anne Perrault, elle a été d'ailleurs la seconde de Bruno Lasserre quand celui-ci présidait le comité de régulation de la concurrence, l'autorité de régulation de la concurrence. Donc là, ils sont indépendants, mais pas indépendants l'un de l'autre. Alors, elle a aussi, cette dame, présidé le comité d'évaluation de la loi Macron. Et elle a soutenu la loi Macron à l'époque où il était ministre des Finances, et elle l'a soutenu en 2017 comme candidat à la présidence de la République, et en 2018, Macron l'a nommé au tour extérieur, donc par la faveur, inspectrice générale des finances. Vous voyez, elle est tout à fait indépendante de Macron. Là, ça c'est de la transparence, Jean-Yves. Nathalie Colin, également l'ancienne directrice générale du groupe Le Nouvel Observateur et également coprésidente du directoire de Libération. Là aussi, alors là, c'est l'indépendance parfaite, là. Elle est gentiment fléchée à gauche macroniste, parfait, là, vraiment très très bien. On a également Camille François, Jean-Yves, qui est chercheuse. Chercheuse à l'université Columbia. Université américaine, il faut quand même un zeste de New York dans cette affaire, et qui est une université à la pointe du wokisme. Là aussi, ça va être très indépendant des idées dominantes, certainement. Oui, je crois que Columbia Université, c'était la première université à organiser des organisations étudiantes gays dans l'histoire des États-Unis. Donc en effet, en pointe là-dessus. Par ailleurs, ils ont pas mal de ressources pour promouvoir l'inclusion LGBTQIA, XYZ. Voilà, plus, oui. Nous dit-on. Pour continuer, on a donc après cette Camille François, on a Christophe Deloire qui sera donc le directeur général de cette belle assemblée. Oui, alors c'est le patron de Reporters sans frontières qui est lui aussi engagé de manière tout à fait militante, notamment contre le groupe Bolloré, puisqu'il a réalisé, ce qui est assez rare pour Reporters sans frontières, un documentaire spécial contre le groupe Bolloré. Donc on voit très bien qui va être ciblé dans cette affaire. Alors c'est indépendant, enfin c'est quand même uniquement dans la doxa, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les états généraux de l'information, c'est les états généraux pour conformer l'information à la doxa. Bienvenue dans l'entre-soi macronien. Je vous propose d'écouter une vidéo qui décoiffe pour le moins. C'est une vidéo de Marguerite Stern, interrogée par Livre Noir. On l'écoute tout de suite. Les personnes issues de l'immigration, j'ai envie de dire africaine et moyen-orientale en fait, proportionnellement, ces individus-là agressent plus les femmes que les Français de culture française. Il n'y a aucune idéologie là dans ce que je dis. Ce sont des faits. Et donc j'ai un très gros problème avec la gauche qui dit que c'est raciste et qui va vous traiter d'islamophobe parce que vous dites que en fait, quand on va dans ces quartiers-là en tant que femme, c'est pas uniquement inconfortable, c'est-à-dire que c'est dangereux. Et en ce sens-là, je soutiens les actions du collectif Némésis. Je les trouve courageuses intellectuellement et physiquement. Alors voilà des propos qui détonnent pour une ancienne féministe, une ancienne également membre des Femmes. Quand même, il faut le rappeler, elle était également engagée dans la défense des migrants, notamment à Calais. Un revirement qu'elle explique en partie dans l'entretien qu'on vous encourage à aller voir par la stagnation du discours féministe. Dans cet entretien, elle, donc vous l'avez entendu, elle soutient le collectif Némésis, qui est un collectif féministe identitaire. Et très courageux. Et très courageux. Et qui a vraiment fait un travail de percer, puisque s'il n'y avait pas eu Némésis, je ne pense pas que... Je ne pense pas que Marguerite Stern tiendrait ces propos-là aujourd'hui. Le terrain a été préparé par Némésis, oui. Alors, elle reste quand même dans ses combats, puisqu'elle explique que ce n'est pas que l'immigration qui est coupable de la violence envers les femmes, que les hommes issus de l'immigration, pardonnez-moi, c'est les hommes tout court, parce qu'elle explique
explique malgré tout que c'est quelque chose de très systémique, de très masculin. Donc on est dans... Et c'est la testostérone, voilà. Oui, ça reste malgré tout une réalité, une différence entre les hommes et les femmes, c'est l'agressivité, on le sait. Bien sûr, elle a parlé également du problème des drag queens auprès des enfants et du transactivisme en général. Bref, un entretien qu'on vous encourage à aller visionner. Alors, c'est intéressant comme évolution parce que c'est un peu le même type d'évolution que celle qu'ont connue Christine Tazin et Pierre Cassan il y a plus de 10 ans. Un basculement sur l'effet du réel de l'extrême gauche vers la droite identitaire. Voilà, mais c'est le réel qui explique ça. Jean-Yves, vous allez nous parler des revenus publicitaires de CNews, mais également de ceux de Twitter, juste après. Oui, alors c'est très intéressant d'étudier l'évolution des revenus publicitaires des médias. Pourquoi ? Alors CNews, ils ont multiplié depuis 2017 leur audience par 3,5. 3,5. Mais curieusement, les recettes publicitaires n'ont augmenté que de 1,7. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les recettes publicitaires, n'ont augmenté que de 1,7. C'est-à-dire moitié moins. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a une orientation idéologique dans les choix publicitaires et pas uniquement l'application de règles commerciales. Et il est évident que toutes les campagnes menées contre CNews sont des campagnes d'intimidation à destination du CSA, ou de l'ARCOM plus exactement, et aussi à destination des milieux publicitaires. Voilà. Donc on voit très bien la publicité n'est pas neutre, elle opère par sectarisme idéologique. Les grandes centrales qui proposent des projets aux annonceurs ne sont pas neutres idéologiquement. On a le même phénomène Twitter. Vous vous souvenez quand Elon Musk a été interrogé par Anne-Sophie Lapix, elle-même épouse du principal publicitaire français, Roland Sadoun, elle lui a dit « Ah, mais vous avez des problèmes avec la publicité ». Et c'est vrai, Elon Musk a fait des économies considérables puisqu'il a diminué ses dépenses par 3, notamment en virant une partie des censeurs et des modérateurs censeurs de Twitter, mais il a été sanctionné par les publicitaires alors qu'il a un volume de vues qui n'a pas beaucoup bougé. Ses recettes publicitaires sont passées de 5 milliards à 3 milliards. Là aussi, il y a une sanction, en quelque sorte, idéologique des publicitaires. Je crois que là aussi, aussi bien CNews que Twitter vont arriver à l'équilibre assez rapidement, mais ils ont été sanctionnés pour des raisons idéologiques. Alors, si vous me permettez, chers amis, vous avez compris l'importance de la publicité dans le contrôle des médias, dans le contrôle de l'opinion, et c'est précisément pour cela que TVL n'a pas de publicité, mais que TVL a besoin de vous, a besoin de vos dons, puisque c'est notre seule recette. Il y a deux formes d'économie, l'économie publicitaire, mais vous dépendez des orientations idéologiques des publicitaires, et vous avez l'économie de la générosité. À ce moment-là, vous êtes libre parce que vous dépendez de ceux qui vous soutiennent et qui vous regardent. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent quotidiennement et à tous ceux qui nous ont soutenus lors de cette campagne de dons. Être d'extrême droite ou être accusé d'extrême droite, ça ne pèse pas que sur les revenus publicitaires, cela pèse aussi parfois sur la vie sociale et la vie au travail. Un jeune militant d'extrême droite, de reconquête et de reconquête en plus, a été recruté comme saisonnier à la police municipale de Lorient. Comment est-ce que les médias ont eu cette information ? On ne le sait pas, mais en tout cas, Ouest France et plus précisément Pauline Decker, sa journaliste, a immédiatement publié un article. On a un article le 17 juillet et
le 18 juillet, BFM sort également la même information. Évidemment, le maire est très mal à l'aise. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de suite pour ce jeune, mais toujours est-il que pour ce jeune homme qui a été recruté d'ailleurs comme ASVP. Oui, alors c'est un poste vraiment basique, c'est pas- un ASVP saisonnier. Et on dit, oh là, c'est horrible, C'est pour le parking, il a en gros, collé hein, des c'est pas pour aller affiches. tabasser des gens. Il a collé des affiches pour Reconquête, Reconquête. c'est terrible. Alors, c'est très grave, parce que d'abord, c'est un appel à la délation médiatique, on y est habitué. Retenez le nom de cette délatrice, Pauline Decker, qui avait déjà opéré la délation des jeunes militaires qui étaient venus en aide à la police de Lorient. en tentant d'arrêter des casseurs, des pilleurs, des incendiaires, ce que le code pénal leur recommande de faire. Alors elle a dénoncé ces militaires, maintenant elle dénonce ce jeune homme, ce jeune militant. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le maire s'excuse en disant « je n'ai pas googlisé ». Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il avait googlisé, il aurait discriminé ce jeune homme à raison de ses opinions politiques, ce qui est un délit, puisque je le rappelle, la loi Pleven qui punit la discrimination à raison de la race, de la religion, de l'orientation sexuelle et j'en passe, punit aussi au regard de la discrimination politique. Et j'ai vu que Reconquête avait annoncé qu'ils allaient engager des poursuites, et je pense que c'est très important. Il faut arrêter de se laisser faire, et il faut arrêter cette chasse aux sorcières permanente, et utiliser, y compris, l'arme judiciaire pour le faire. Et dans du bon journalisme de gauche, c'est le journalisme qui dénonce. Oui, voilà, exactement. C'est la phrase fétiche de Martial Bild. Exactement, qui a produit un tweet d'ailleurs sur la question. Voilà, absolument, et qui vient de Muret, je crois. Voilà, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas journaliste de gauche, je ne dénonce personne. Chers téléspectateurs, on va passer de la discrimination à l'appel à la délation. Et là, cette fois-ci, c'est Mediapart qui est dans notre viseur pour immédiat, puisqu'ils avaient produit cet appel. Depuis la mort de Naël et les révoltes qui ont suivi, vous êtes témoin de propos racistes et déplacés au travail ? Racontez-nous si une collègue, en écriture inclusive naturellement, a partagé la cagnotte destinée aux policiers qui a abattu l'adolescent. Si une autre a qualifié au détour d'un café les jeunes de quartier populaire de sauvages, ils ont déjà les mots en tête, c'est pratique. Ou si un chef a stigmatisé les populations d'origine immigrée, écrivez-nous à contact@mediapart.fr. Donc on est dans du journalisme, là, du grand journalisme de la délation. Cela a donné lieu à 2 articles qui ont été publiés le même jour, le 14 juillet. Donc, ils sont signés par Faiza Zerouala. Racisme, après la mort de Naël, mes collègues étaient en roue libre. Le titre fait déjà tout. Et un deuxième article, racisme en entreprise, après la mort de Naël, pas surprenant qu'une partie des digues cède. Et là, il s'agit d'une interview d'un sociologue Vincent Arnaud Chape, qui est spécialiste des discriminations dans le monde du travail et dans les il moments pourrait de peut-être crise. s'occuper du policier municipal saisonnier de Lorient. Absolument, discrimination dans le monde du travail. Discrimination dans le monde du travail, c'est son sujet, là. Que pense Vincent Arnaud Chape ? Alors, il étudie également les luttes et les politiques en faveur de l'égalité et contre les discriminations raciales, sexistes, syndicales, ainsi que les revendications démocratiques au sein des espaces de travail. Voilà, un sociologue qui fait un travail de fond, un travail certainement nécessaire, très pluraliste. Un travail qui manquerait à la France. Chers téléspectateurs, je vous propose de regarder une vidéo. Quelque chose s'est passé à Saint-Denis et le journaliste ne parvient pas à expliquer pourquoi.
Ces femmes, elles sont nombreuses à travailler sur le chantier, en plein soleil, en ce moment, et forcément, elles s'habillent en conséquence, avec des débardeurs, souvent ce qui amène son lot de voyeurs, des hommes qui restent derrière les grilles de ce chantier pour les regarder, parfois les héler, et même trop souvent les insulter. Des positions aussi qu'elles doivent adopter sont commentées par ces hommes, puisque ces femmes travaillent souvent accroupies, en plein soleil, des comportements déplacés qui ne sont pas seulement du fait des hommes, puisque certaines femmes s'arrêtent aussi pour leur crier que leur travail ne devrait pas être effectué par une femme. Voilà des archéologues femmes qui sont victimes d'outrages sexistes, nous dit-on. Raphaël Enthoven a commenté cette publication de BFM TV. Quand tu travailles sur l'Antiquité et que tu dois subir l'offensive du Moyen-Âge. Est-ce qu'il a tout compris? Alors, il est vraiment... il sombre vraiment, ce pauvre Enthoven. Comme je le dis, c'est un philosophe platonicien, enfin un philosophe de Platon. Voilà. Alors là, il émet une sottise absolue. Et quand tu travailles sur l'Antiquité et que tu dois subir l'offensive du Moyen-Âge, c'est l'espèce de pont aux ânes selon lequel le Moyen-Âge aurait été une période reculée, alors que c'est une période d'une très grande richesse intellectuelle, culturelle et artistique, et que c'est une période où la situation de la femme était loin d'être minorée. Elle était probablement meilleure qu'au XIXe siècle, bien sans sûr, doute. Ça se gâte la Et il Renaissance. y a beaucoup de travaux d'historiens, Régine Pernoud notamment, qui ont montré cela. Et donc, il a une conception du Moyen-Âge qu'on se faisait il y a longtemps, quoi. Il faudrait qu'il mette ses pendules à l'heure, il faudrait qu'il ajuste un peu ses connaissances, ce pauvre Enthoven. Mais surtout, c'est pas le problème de l'époque, c'est le problème de l'islam. Parce que qui met en cause ces archéologues? Ce sont des gens qui sont de culture et de civilisation musulmane. D'ailleurs, le reportage nous dit, ce ne sont pas seulement des hommes, ce sont aussi des femmes. Et donc, elles ne viennent pas du Moyen-Âge, non. Elles viennent du 7e siècle arabique, puisqu'elles portent en elles les images de la conquête de l'islam par Mahomet au 7e siècle. Voilà. Les réseaux sociaux, je vous le dis souvent, permettent parfois de retrouver des vieux articles, des vieux tweets. Et là, cette fois-ci, c'est une affaire qui est arrivée à Libération. Encore eux, décidément, on aura beaucoup parlé des affaires Drahi dans cette émission. Libération, dont on a retrouvé un article qui date du 2 juillet 1997, qui s'intitule ainsi « Pédophilie, où est la gêne ?» qui est donc un article de Simone Korf-Sauce, qui est psychanalyste et chargée d'enseignement à l'université Paris 7. Je vais vous lire quelques extraits de cet article, qui est un article qui défend la pédophilie. Alors, elle dit que la pulsion pédophile existe chez chacun de nous. Les bébés, c'est ce qu'il y a de plus mignon et de plus adorable, car ils éveillent en nous, on pourrait dire, excitent en nous des émotions, des désirs et des fantasmes très intenses. Nous avons envie de les croquer, embrasser, dévorer, câliner, sucer, malaxer, pénétrer, triturer. Ce n'est pas pour autant que nous sommes tous des pédophiles, nous dit-elle. Et elle enchaîne sur des poncifs comme « l'amour est un sentiment complexe ». Toute relation éducative pédagogique s'appuie sur des tendances pédophiliques sublimées. Voilà, un article un peu dérangeant de Libération. Libération, c'est bien connu, qui a invité des défenseurs de la pédophilie. Et voici le visage de cette femme. C'est toujours intéressant de voir aussi qui sont les auteurs de cet article. Et là, je pense qu'on peut parler d'une véritable incarnation photographique du portrait de Dorian Gray. Pas de stigmatisation, Floriane, pas de stigmatisation. Toujours Libération, mais cette fois-ci dans un coup de chapeau, chers téléspectateurs.
Une enquête de Libération sur Franck Ferrand, l'historien, nous dit-on, controversé, qui embarrasse France TV. Sonia De Villiers a dit, elle est journaliste sur France Inter à 9h10, a dit qu'il était temps qu'un article sur Franck Ferrand sorte. Franck Ferrand, il est animateur, il est chroniqueur à Valeurs Actuelles, invité régulier de CNews, c'est sans doute ça qui inquiète Libération, mais surtout, c'est l'un des commentateurs du Tour de France. C'est cet événement on ne peut plus regardé par les Français, on ne peut plus identitaire aussi quelque part. Donc cette attaque, eh bien, Mathieu Bock-Côté l'a commenté en faisant une saillie contre le journalisme de gauche qui, dit-il, a repris le flambeau dans nos sociétés de commissaires politiques pour essayer de condamner à la mort sociale les personnes qu'il vise. Et donc cette enquête de Libération, elle a été beaucoup reprise dans les médias, notamment par Pure Média. France Télévisions soutient son chroniqueur après une enquête de Libération. Franck Ferrand réac quand Libération nous offre un cas d'école de mauvaise foi et d'hypocrisie. Ça, c'était dans le Figaro Vox. Qui est Franck Ferrand, l'historien du Tour de France qui fait débat et pourquoi? Ça, c'est Europe 1. Et le Huffington Post, bien sûr, Franck Ferrand soutenu par la droite et l'extrême droite après un portrait dans Libération. D'ailleurs, un deuxième article sur Franck Ferrand est paru dans Libération qui indique que toute l'extrême droite a rappliqué en soutien, Jean-Yves. Alors, qui est Franck Ferrand? C'est un historien conteur. C'est-à-dire qu'il fait vivre l'histoire, et de ce point de vue-là, quel meilleur commentateur pour le Tour de France, pour la partie non pas forcément sportive, mais la partie paysage, la partie histoire de France, parce qu'il la connaît bien, et il la compte bien, comme en d'autres époques, Alain Decaux peut bien commenter l'histoire de France, ou Stéphane Bern. Ce sont des gens qui font vivre l'histoire et qui sont extrêmement précieux. Alors, puisque on a dénoncé ainsi Franck Ferrand, moi je voudrais faire un petit peu une publicité pour une institution auquel il a beaucoup participé, qui est la Cité de l'Histoire à la Défense, qui est un spectacle immersif historique, avec des tableaux, avec l'histoire de France en 17 tableaux, avec des films, notamment un film sur Victor Hugo, un film sur Notre-Dame. C'est vraiment un lieu à visiter, je dirais à tous âges, mais y compris avec des enfants, pour s'immerger dans l'histoire de France. Je crois que ça, c'est des choses tout à fait positives, ça mérite le coup de chapeau. Exactement, ce n'était donc pas un coup de chapeau pour Libération, vous l'avez compris, mais bien sûr pour Franck Ferrand et son exposition qu'on vous invite à aller voir. Vous voyez, dans Immédiat, on réinforme et en plus on vous donne des bons plans pour l'été. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également partager cette émission en cliquant sur la flèche par mail, sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à tous ceux qui ont besoin d'informations et d'être éclairés sur l'actualité et les médias en France. Et puis également, vous pouvez vous abonner à la chaîne TVL. Jean-Yves, on ne quitte pas nos téléspectateurs sans parler du portrait piquant, très important cette semaine. Dry, portrait piquant. À ne pas manquer. Exactement, on en a parlé tout au long de cette émission. On a beaucoup parlé de Libération, donc ne le manquez pas. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Ce sera le dernier numéro de la saison d'Immédiat. Parlons aujourd'hui du milliardaire Patrick Drahi, né en 1963 à Casablanca, dans une famille de la communauté juive. Ses parents avaient fui auparavant l'Algérie et se sont installés ensuite en 1978 à Montpellier. Brillantes études, maths sup, maths spé, école polytechnique, subtélécom et un doctorat d'optique. Grâce à son talent, mais aussi avec l'aide des banques, Patrick Drahi s'est bâti un empire économique colossal. Sa holding de Guernesey est l'actionnaire majoritaire d'Altis, principal actionnaire de l'opérateur SFR, de Virgin Mobile, de l'opérateur israélien HOT, mais aussi de Portugal Telecom, tandis qu'Altis USA
regroupe les anciens câbleaux opérateurs Suddenlink et Câblon Vision. À la tête d'un empire économique, Patrick Drahi a commencé à s'intéresser aux médias dans les années 2000, rachetant Libération, L'Express, L'Expansion, Studio Ciné-Livre, Lire, Mieux vivre votre argent, Classica, etc., etc., avant d'empocher le jackpot avec le groupe Next Radio TV, opérateur de BFM et de RMC. Il est présent en Israël avec la chaîne télévisée I24 et depuis 2019 est propriétaire de Sotheby's. Installé en partie à Tel Aviv en 2009, Patrick Drahi a la double nationalité franco-israélien. Il avait failli renoncer à sa nationalité française en 2013, mais l'a conservée à la suite d'un imbroglio. Propriétaire à Zermatt, belle station de luxe de sport d'hiver du Valais, il s'est fait domicilier de manière un petit peu sportive dans ce canton favorable fiscalement et non dans le canton de Genève, moins favorable, où il réside, quand il n'est pas à Paris ou à Tel Aviv. Le canton de Genève lui réclame la modique somme de 7 milliards de francs suisses. Libération est depuis septembre 2020 la propriété d'un fonds de dotation pour une presse indépendante. Mais son conseil de surveillance est verrouillé. On y retrouve Denis Oliven, un ami de longue date, le directeur financier d'Altis, le directeur des achats d'Altis et le directeur de la trésorerie d'Altis. Une indépendance toute relative comme on le voit. Laissons la parole à un spécialiste, Bernard-Henri Lévy, dans une publication du CRIF du 12 mai 2015, je cite « Français d'âme et de cœur et ressortissant suisse, citoyen israélien né à Casablanca, Citizen Drahi, régnant sur ce territoire sans limite ni frontières, que nous assignent les technologies et dont vous êtes l'industriel. Vous êtes aussi l'un de ces Gidiens, d'après André Gide, que l'idéologie française réprouve depuis un siècle. Mais nous avons cruellement besoin, en ces temps de lourdeur indigène et d'étouffement chauvin. Vous êtes l'un de ces citoyens du monde, impossible à assigner à une souche, à enfermer dans une appartenance, à épuiser dans l'un de ces 3 N, le natal, le national, le naturel. » Fin de citation. Nous lui laissons le mot de la fin.